Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour le journal de 20h. Tabaski sans pain dans la banlieue dakaroise. C'est la menace du regroupement des boulangers du Sénégal. Ils dénoncent la cherté de la farine ainsi que d'autres charges liées à leur profession. À Kolda, la Chambre des métiers veut promouvoir le programme Un artisan, un toit. Le but est d'améliorer leurs conditions de vie. Et puis en sport, Maître Augustin Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de football pour les 4 prochaines années. Il a remporté le vote à l'issue du deuxième tour. Vous l'entendrez dans ce journal. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Politique pour démarrer ce journal. Mamour Cissé convaincu de la victoire de Benno Bokk Yakaar à l'élection législative malgré les couacs notés dans l'organisation. Le leader du PSD, Adjantbi, sur la récente sortie de Wade pour le boycott de la présidentielle prochaine, estime que ce n'est pas possible ni envisageable. Il faisait face à la presse cet après-midi. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Mohamed Djong et Younous Diatta. Je n'ai pas vu aussi longtemps que je me souvienne, au Sénégal et ailleurs, qu'un boycott puisse profiter à ceux qui ont boycotté. Rien qu'en 2007, cette opposition, cette majorité au pouvoir avait boycotté. Mais c'était une traversée du désert extraordinaire. On les avait enterrés. N'eût été les élections présidentielles de 2012. Mais ils allaient vivre des moments extrêmement difficiles. À cette difficile, vous passiez au Parti socialiste, vous ne verrez personne, absolument personne. Ils n'avaient pas de position à offrir. Je pense, en toute bonne foi, étant un politique, que je ne conseillerais personne des boycotts. Tabaski sans pain, le regroupement des boulangers du Sénégal menace les consommateurs de la banlieue. En assemblée générale à Guédiawaye, ce regroupement dénonce la cherté de la farine ainsi que d'autres charges liées à la profession. Modou Gueye porte leur parole. Il est interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Il a été décidé qu'à partir de mercredi, ils vont croiser les bras parce qu'ils ne peuvent plus travailler jusqu'à nouvel ordre. Nous espérons que l'État va réagir le plus rapidement possible pour nous permettre de trouver une solution. Moi, j'invite l'État à baisser le prix de la farine, ouvrir les négociations. C'est très simple. On ne demande pas l'impossible. Mais ça me fait mal parce que je n'ai pas ouvert mon boulangerie pour m'arrêter un jour dire que je ne veux pas travailler. Ça me fait mal. Je suis pour la négociation. Mais si l'ensemble demande qu'on va vers l'arrêt du travail, on va arrêter le travail jusqu'à nouvel ordre. À partir de mercredi, il n'y aura pas, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas de pain, mais la majeure partie de mes membres, ne travailleront pas. Justement, la Tabaski, on en parle, des points de vente de foin visibles un peu partout dans la capitale, une activité qui annonce les préparatifs de la fête. Les vendeurs se frottent les mains et se font des bénéfices tout de même avec les pluies. Certains problèmes se posent. Un reportage signé Aminata Mbaresso et Abdoulaye Diallo. Pour les besoins de la Tabaski, Abdourahmane Li a investi dans ce commerce. Un marché qu'il partage avec des cultivateurs et autres propriétaires de champs établis dans la région de Saint-Louis. Le bailleur est un cultivateur, il a des champs d'arachide. Et depuis des années, il envoie des tonnes de foin que nous vendons à la fin de l'opération. Nous sommes payés pour chaque sac vendu, je gagne 500 francs. À chaque approche de Tabaski, des tonnes de foin sont convoyées vers la capitale. Déjà, Abdoulaye dispose d'un stock de plus de 450 sacs. Actuellement, nous avons un stock de 450 tonnes que nous remplissons dans des sacs de 100 kg. Le sac de 100 kg coûte 3 000 francs ou 2 500. Contrairement à Abdourahmane Li, Bandiaï, plus expérimenté, a passé plus d'une vingtaine d'années dans ce commerce et depuis, il nourrit sa famille grâce à ses ventes. Après les récoltes, les cultivateurs collectent les herbes sèches qu'ils gardent jusqu'à la période de Tabaski, par exemple. Ils revendent ensuite aux détaillants comme moi. Les lieux de vente du foin commencent à se multiplier dans Dakar, un décor qui colle bien avec les préparatifs de la fête de Tabaski,
Sur certains sites, les traces des pluies tombées ce week-end. Aminata Mbaresso, un artisan en toit, un programme initié par la Chambre des métiers de Kolda, une coopérative d'habitat a vu le jour pour réussir ce pari. Elle vise à améliorer les conditions de vie des commerçants, des artisans plutôt de Kolda. Un sujet signé notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. Trouver un habitat, c'est le souci majeur des artisans de la région de Kolda. Mais cette angoisse pourrait être étanchée par le projet Un artisan, un toit, une initiative promue par la Chambre des métiers de Kolda. Ce programme avance à grands pas car ces artisans venaient de mettre sur pied leur coopérative d'habitat. Depuis 32 ans, ma famille et moi sommes dans la location. Si ce projet devient une réalité, ça ne sera qu'une aubaine pour nous artisans. Nous sommes là aujourd'hui, c'était pour mettre sur pied la coopérative d'habitat des artisans de la Chambre des métiers de Kolda. On s'est rendu compte que la plupart des artisans, surtout de la commune de Kolda, ils n'ont pas de maison, raison pour laquelle on a un programme, un artisan. Oui, pour adhérer, il faut être un artisan d'abord, membre de la Chambre des métiers et évoluer dans la région de Kolda ou dans la commune de Kolda. Voilà les conditions. Si vraiment la Chambre des métiers parvient à concrétiser ce projet, il sera parmi ses plus grandes réalisations qu'il y a des artisans parmi nous qui, pour faute de toit, habitent dans les maisons de leur papa ou de leur grand-père. D'autres travaillent jusqu'à l'âge de la retraite, ils n'ont même pas une parcelle à usage d'habitation. Les questions d'artisanat et de l'habitat sont au cœur du plan Sénégal émergent. C'est pourquoi les collectivités locales comptent accompagner les artisans dans ce projet. J'ai assuré à M. Ndiaye le soutien de toutes les autorités locales de notre département. Je lui ai fait comprendre que notre souhait, c'est que dans quelques années, qu'il y ait dans un quartier de Kolda, une cité flambant neuve, abritant la cité des artisans de Kolda. Vous savez que l'artisanat et l'habitat sont au cœur du plan Sénégal émergent. Parce que pour qu'un individu se sente vraiment, en tout cas épanoui, il lui faut un toit. Et vous savez aussi que l'artisanat local doit contribuer pour une grande part des activités de notre terroir et de notre développement. Les artisans de Kolda lancent un appel au chef de l'État afin que leurs besoins d'habitat soient inscrits dans les priorités du programme des logements sociaux que l'État gratifie à des citoyens. Nous allons à présent à Thiès où plus de 1000 militaires sont mobilisés dans une opération de reboisement. Objectif planter 1800 arbres au centre tactique de la base aérienne de Thiès. Une autre forme de lutte contre la déforestation. Les détails avec nos correspondants sur place, Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Soldats si ñoom ñëpp taxaw geetaru taxaw ci levée des couleurs yéegal drapeau laataa ñuy dem ci terrain bi jëm ci wàllu jëmbat garab lu toll ci. Les militaires mobilisés autour de la levée des couleurs, suivis du rassemblement traditionnel, se sont ensuite livrés à une grande opération de reboisement de 1800 plants. Les cantonnements militaires sont les zones les plus boisées dans le lieu d'implantation. Donc ce n'est pas nouveau pour les militaires, c'est une activité que nous menons au début et pendant chaque hivernage. Ce n'est pas nouveau. Également, ça nous permet de régénérer les arbres, le paysage, ainsi que les forêts détériorées à la suite d'activités d'entraînement. Parce que généralement, ces forêts sont impactées et il nous revient de les régénérer. C'est notre devoir de régénérer. C'est un partenariat entre l'armée sénégalaise, la direction des eaux et forêts et les sapeurs-pompiers. Ils ont tous été visibles sur le terrain pour une cause noble, comme en témoigne le directeur des eaux et forêts. C'est un bel exemple de coopération. Déjà, il y a à peine 3-4 mois, lors du feu de brousse qui s'était passé à Doli, au ranch de Doli, 4 jours, l'armée sénégalaise, les sapeurs-pompiers, avec les eaux et forêts, ont fait 4 jours à lutter contre le feu de brousse. L'armée nationale, en reboisant aujourd'hui, dans ses camps militaires, dans ses forêts, elle est en train de jouer sa partition. À travers cette opération de grande envergure, le terme armée-nation est plus que jamais devenu une réalité.
Nous allons à Saint-Louis à présent. La lutte pour la protection des enfants et des couches vulnérables intéresse les acteurs. Ils appellent l'État et ses partenaires à mettre les moyens pour réussir ce combat. À Saint-Louis, on constate de plus en plus la présence d'enfants charretiers, des talibés dans la rue. Là-dessus, nous écoutons Mémédou Gueye, animateur de la Maison de la Gare. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Sek. La rue ne fait pas d'enfants, ce sont nos propres enfants qui sont dans la rue. Donc il faut essayer de changer le comportement. Qui va changer le comportement? Ce sont les parents qui vont essayer de changer le comportement envers de ces enfants-là. Parce que la place de l'enfant n'est pas dans la rue. La place de l'enfant, c'est à côté de sa maman, à côté de son marabout, à côté de son maître ou à côté de son patron, s'il a l'âge minimum de travailler dans un atelier. Je pense que c'est d'apprendre dans un atelier. Et aujourd'hui, nous sommes là avec les populations de Sanar. Nous allons travailler dans des pièces théâtrales pour permettre aux gens de connaître le phénomène. Parce qu'aujourd'hui, à Saint-Louis, nous avons beaucoup de phénomènes. Nous avons le phénomène des enfants charretiers. Nous avons le phénomène des enfants porteurs. Nous avons le phénomène aujourd'hui des enfants chasseurs d'oiseaux qui sont amenés dans les champs pour uniquement chercher des oiseaux en moyennant 500 francs par jour pour un serigne d'ara ou bien pour un patron. Je pense que c'est ça l'activité qui a réuni aujourd'hui les bénévoles, la Maison de la Gare, et ensemble avec les populations de Sanar, nous allons essayer d'éradier ce phénomène. Parlons à présent cinéma avec la projection collective de 9 courts-métrages. Cette initiative du Grand Théâtre et de la direction de la cinématographie a permis au grand public de découvrir ces productions de jeunes réalisateurs sénégalais. Les détails avec Ibou Diouf et Ibrahima Diouf. 9 films sénégalais et des courts-métrages pour assurer une projection collective. Une initiative qui permet au public de découvrir quelques prouesses du cinéma sénégalais. Les Sénégalais n'ont pas souvent l'occasion de voir ces films-là. Donc il fallait organiser une sortie nationale de ces courts-métrages pour permettre aux Sénégalais de voir des films réalisés par des jeunes Sénégalais. Le Grand Théâtre pour assurer la sortie officielle de productions sénégalaises. Une aubaine aussi pour le grand public. On est satisfait du travail que les jeunes réalisateurs ont pu faire. C'est toujours un honneur pour un formateur de constater que ces étudiants sont en train de faire des progrès. Ça, c'est un honneur et un bon coup pour la relève par rapport au cinéma sénégalais. Initiative saluée. Les réalisateurs demandent l'institutionnalisation de cette projection collective. C'est une très belle initiative aujourd'hui, le fait de regrouper nos parents, nos amis qui n'ont jamais accès à ce que nous faisons parce qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de salle, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de cadre d'expression pour montrer nos travaux. C'était énorme, tu vois. Dans peu de mois, nous allons lancer le Ciné Agora avec le Centre culturel régional Blaise Senghor de Dakar. Vous verrez, c'est un peu des cadres de discussion parce que beaucoup de jeunes cinéastes ont déploré qu'il n'y ait pas assez de cadres de diffusion, des cadres d'expression. 9 courts-métrages, dont 4 financés par le FOPICA, tous des films qui ont représenté le Sénégal sur l'international et avec à la clé des distinctions. C'est la période des vacances. Nos reporters ont rencontré 2 jeunes garçons, Mara et Moudoussek, en classe de CE1 et CP. Leur préoccupation durant ces vacances scolaires aider leur maman vendeuse de fruits et également faire le dara. Ils ont rencontré nos reporters Alassane Ba et Diafaraba. Aucun souci, aucune préoccupation, juste s'amuser et oublier 9 mois passés en classe. Modou et Marasek, 2 frères, ils sont en pleine vacances. Sa vacances, noo koy passé. Vacances, léegi mu commencé vacances yi. Yow kay yaa ngi si vacances? Waaw, kontaan rek. Lu tax nga kontaan? Vacances yi. Moo tax mu kontaan. École bi xanaa neexul? École bi neexul de. S'ils ne sont pas au dara, ils viennent aider leur maman à vendre. Léegi nu muy demee njaay mi? Njaay mi am xaalis rek. Am xaalis rek. waaw yow teel nga bëgg xaalis de. waaw. xaalis neex na xam naa si dara ma amul saako. loo koy def. lekk ko. looy waxaale client bi. nee naa ko loo wax. mu ne la. mu Birame Diop ba Kent ba bu ko jeexal baaxaal.
Mara maîtrise parfaitement les catégories de mangue. Après Biram Diop. Un choix de leur maman Aïdayat de les amener avec elle. Je ne veux pas que mes enfants traînent dans les rues, c'est pourquoi je les amène avec moi. Et c'est l'occasion aussi qu'ils sachent ce que je fais. Mais également pour que les jeunes garçons sachent comment elles se débrouillent pour les nourrir. Ils vont savoir ce que également j'endure pour les nourrir. Ceci peut les encourager à persévérer dans les études. Mara et son frère font aussi des cours de vacances, histoire de ne pas oublier ce qu'ils ont appris à l'école. Alxuraan ak français yëpp. A, B, G, D, E, F. Maître Augustin Senghor rempile pour 4 ans, en troisième mandat, obtenu donc à l'issue à l'issue d'une assemblée générale houleuse. Des détails avec Pape Faraning et Modou Diop. Une accolade sous les ovations du monde sportif pour féliciter le vainqueur. Mbaye Diouf Dia accepte sportivement sa défaite devant Maître Augustin Senghor, 260 voix contre 151 voix. Un fair play salué par son challenger. Donnez-moi l'occasion, bien entendu, de rendre hommage à d'abord Louis Lamotte, donc mon ancien vice-président, qui était candidat, qui s'est battu pendant toute cette période-là pour être élu, et aussi, bien entendu, Mbaye Diouf Dia. Je pense qu'en réalité, comme on l'a toujours dit, ces personnes qui étaient en train de concourir avec moi pour ce poste de président appartenaient à cette équipe. Et je dis aujourd'hui que c'est mon avis et c'est clair dans ma tête, ils continuent à appartenir à cette équipe. Et parce que simplement, je suis convaincu qu'ils ont les capacités, les compétences pour apporter leur touche au développement du football et surtout à cette phase importante vers laquelle nous allons. Pourtant, les votes s'annonçaient difficiles avec l'évocation de l'article 34 qui élimine les équipes qui n'ont pas d'activité pendant 2 ans, soulevé par Louis Lamotte, appuyé par Mbaye Diouf Dia. De chaudes empoignades dans la salle, il a fallu l'intervention du superviseur de la CAF pour recadrer le débat. Dont l'existence est remise en cause figure en fait de liste. C'est de véritables rajouts. Le superviseur de la CAF et de la FIFA devenait 2 saisons consécutivement sans activité officielle et automatiquement libre. Il n'a aucune décision du comité exécutif, ni de la Ligue, ni est automatiquement validé. Je vous dis, c'est pas ma première assemblée générale à laquelle j'assiste comme superviseur. Je suis par la même occasion aussi membre du comité exécutif de la CAF et président de la commission des affaires juridiques. J'ai assisté à d'autres assemblées générales où il y avait des désaccords. Mais ces désaccords n'ont pas fini à un combat ou à une prise de force en disant qu'on ne peut pas arriver aux élections. Vous avez tout le droit de dénoncer les articles, l'article 34, etc. Mais vous avez des possibilités juridiques modernes en écrivant un article. Pour son 3e mandat consécutif, Maître Augustin Senghor présente sa feuille de route. Surtout avec l'équipe A, que le chantier doit aller au bout. Nous avons aujourd'hui mis en place une équipe et un staff technique qui sont en train de faire des progrès constants. Il s'agit maintenant d'aller vers l'essentiel, c'est-à-dire quand on est au niveau, c'est pour aller chercher la gagne. Et nous espérons d'abord nous qualifier en Coupe du Monde très bientôt, mais aussi retourner en Coupe d'Afrique pour qu'à l'horizon 2021, notre vitrine de trophées en équipe A qui est vierge puisse être meublée au moins du premier trophée continental pour notre pays. Au départ, 3 candidats pour le poste de la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Il a fallu 2 tours de vote pour connaître le vainqueur. Maître Augustin Senghor rempile pour 4 ans
Un nouveau défi pour sortir le football sénégalais des zones de trouble. Faraning Matarba demande de la patience à la population rufisquoise pour l'utilisation du stade Ngalandou Diouf. Le ministre des Sports répond ainsi au mouvement Navetan qui veut utiliser l'infrastructure en pleine rénovation. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Ce stade est fait pour accueillir des compétitions de football, des compétitions sportives. Vous savez que ce n'est pas un chantier qui n'est pas encore livré. Avant de prétendre jouer dans un stade, il faut attendre la livraison parce qu'aucun entrepreneur n'acceptera de donner un stade qui n'est pas encore livré à des jeunes qui jouent parce que tous les dégâts seront en tout cas à la charge de cet entrepreneur. Donc il faut le comprendre, nous sommes dans un état de droit, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que l'État a pris la décision d'accompagner la jeunesse de Rufisque et on est en train de le matérialiser ici sur le terrain. Je pense que qui est resté pendant 6 ans, 7 ans sans jouer, peut rester quelques mois pour en tout cas rentrer en possession de cette infrastructure. Voilà. Le dossier sport de ce lundi dans l'univers des arbitres. Comment devenir arbitre international? Quels sont les tests à passer? Éléments de réponse avec Pape Faraning et Thierno Laurent Mendy. Accéder au cercle fermé des arbitres internationaux n'est pas de tout repos. Il faut obligatoirement réussir des tests physiques en un temps record. Et il y a des tests de vitesse et des tests d'intervalle pour les arbitres. Pour les arbitres, il y en a 2 tests, vitesse et intervalle. Et pour les arbitres assistants, il y a 3 tests. Il y a Coda d'abord, ensuite les vitesses et ensuite les intervalles. Un test de routine qui comporte 2 étapes distinctes selon leur spécificité. Parce que chaque année, les fédérations organisent des tests de renouvellement pour les arbitres internationaux ou de sélection pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste. C'est selon les critères dégagés par la commission centrale des arbitres que les gens sont convoqués et il faut nécessairement réussir ce test-là pour soit être reconduit sur la liste ou pour être inscrit pour la première fois sur la liste. Les arbitres assistants ont aussi un programme spécial. Oui, l'arbitre assistant, vous voyez, mais la position même de l'arbitre assistant par rapport au terrain parle de la difficulté qu'il a. Parce que lui, il est toujours à pas de chassé pour juger les actions. Alors que l'arbitre, peut-être, il faut faire une course normale. Alors que nous sommes toujours en pas de chassé. C'est pourquoi cette position, ça use parfois les cuisses. Bon, il y en a qui se blessent au niveau des adducteurs, etc. Surtout la loi 11, qui est la fameuse loi à traitant le hors-jeu. Vous savez, c'est la loi qui amène beaucoup la polémique dans le football. Mais nous travaillons pour être parmi les meilleurs au monde. Ça nécessite beaucoup d'efforts parce qu'on doit être en excellentes conditions physiques. Parce que vous savez qu'être assistant est beaucoup plus difficile qu'être arbitre de centre. Parce que l'arbitre de centre, il court, il change de direction et tout ça. Mais nous, il nous arrive de faire des passes sachets, d'être en déplacement latéral, à gauche, à droite, on bloque. Ça fatigue les reins. Si les hommes font 6 séries de 40 mètres en 6 secondes, puis 40 fois 75 mètres chacune, 15 secondes, les dames 6 secondes 30 et 17 secondes. Les entraînements étaient plus difficiles que les tests. 12 tours, 75, 40 fois, plus les vitesses et autres. Comme on dit dans l'armée, un combat difficile, un entraînement difficile, un combat facile. Donc on s'est entraîné, on s'est donné à fond pour pouvoir être parmi les meilleurs. Non, même pas. C'était trop facile. Les entraînements, c'est plus dur que les tests. Des tests qui requièrent une bonne préparation. Les accidents ne sont pas à exclure, d'où la présence des sapeurs-pompiers et un médecin du cœur avec 2 ambulances médicalisées. Vous savez très bien que le système cardiovasculaire est sollicité chaque fois quand on fait une activité physique d'endurance et de résistance. Donc nous sommes ici par mesure de prudence. Quand on organise des tests de ce genre, d'ailleurs la FIFA l'a bien indiqué, il faut qu'il y ait obligatoirement une ambulance médicalisée. Pratiquement tous les 3 mois, les arbitres subissent des tests physiques et après cela des séminaires de formation pour obtenir le badge international.
puis basketball, l'AS Douane, champion du Sénégal chez les garçons. Les Gabelous sont venus à bout de Saint-Louis Basket Club cet après-midi à Thiès, 71-61. Nous y reviendrons certainement demain dans nos prochaines éditions. Et puis chez les filles, c'est Saint-Louis Basket Club qui gagne le titre devant les filles de l'AS Ville de Dakar. Je propose de suivre la réaction des deux entraîneurs, des propos recueillis par Cheikh Anta Diop et Seyla Tia. La clé du match, c'était de bien défendre. On a bien défendu. Quand on prend 40 points devant la Ville de Dakar, on peut espérer gagner le match. Mais de continuer à travailler, d'être humble et de se remettre en cause tous les jours. Parce qu'étant humble, on peut progresser dans la vie. C'est tout ce que je veux. De garder la tête froide et de continuer à travailler. On a bavé pour en arriver là. Maintenant, rendons grâce à Dieu. On n'a rien à prouver dans ce basket. C'était tout juste de garder notre standing. Parce que le Saint-Louis Basket Club a un standing. L'objectif était de garder ce standing, d'avoir au moins chaque année une coupe et c'est chose faite. Je suis de féliciter mes joueurs et surtout féliciter Saint-Louis. Parce que Saint-Louis, parce que NBA, nous avons un petit plan. Donc bravo à Saint-Louis, bravo à la CB de Dakar pour un match, surtout dans le fair play, surtout. Maintenant, du terrain, je vais programmation finale play parce que André bu joué saison lëm am lo defal championnat ba ci toppantol ba ñu yobul équipe nationale nga bayyi ci club pendant un mois xey suba ñu ñëna ka jouer final playoff mënu ma ci dara électron kessé la André kessé la duma ma sa gagner combat bi mais dina ci wax sama xalaat dafa ñaaw du intérêt wu basket Sénégal mais ñi ko def xamné lu ñu def wante mënuñu ñu fexé ba dindi suñu 3 trophées. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.